Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission spéciale étoile de Bessèges. Et ce soir, on va se retrouver pour débriefer la deuxième étape. Et pour ce faire, j'ai avec moi Théo Bonsoir tout le monde. et Grégory. Salut tout le monde. Alors messieurs, avant de commencer, je voulais tout d'abord dire que c'était un vrai plaisir de faire ça cette semaine et que vous avez été très nombreux. On a été surpris à nous suivre hier, donc merci pour tout. Ça nous encourage à continuer et à poursuivre nos émissions toute la semaine. Alors pour revenir à l'étape du jour, Grégory, on a eu une étape typique, un peu comme hier, c'est-à-dire un groupe qui sort rapidement, un groupe de 5, je vais donner les noms. On avait Alexandre Delettre qui était déjà devant hier de l'équipe Delco, Tony Hurel de Saint-Michel-Aubert, Maximilien Picou de Xelis Roubaix Métropole, Wojtek Krepa de Kern Pharma et Ludovic Robet de Bingo Wallonie-Bruxelles. Alors cette échappée a pris un peu d'avance et puis le peloton, Greg, a gentiment contrôlé et est revenu sur elle. Ouais, ça a été contrôlé assez facilement, on va dire, par le peloton. Et après, on a eu plus de coureurs qu'hier à l'avant, 5 coureurs. Faut noter qu'il n'y avait aucun coureur issu d'une équipe World Tour, alors que les équipes World Tour sont plus nombreuses cette année. Donc on avait pas mal de coureurs qui cherchaient à montrer le maillot et briller à leur façon. On a vu à nouveau Alexandre Delettre en tête de la course, donc une belle combativité pour le coureur de Delco qui s'illustre. L'échappée s'est scindé en plusieurs parties dans le final et le dernier représentant, Ludovic Robet, a été repris juste avant la banderole des 10 derniers kilomètres. Et à partir de là, par contre, on a eu une toute autre course qui a été très agitée, on va dire. Ouais, ouais, un final très agité. Alors avant de te lancer là-dessus, Théo, je voulais revenir un peu sur ces échappées qu'on voit depuis hier. J'ai l'impression qu'on assiste vraiment à des scénarios World Tour où finalement il y a vraiment très peu de chances d'aller au bout. C'est les équipes les plus faibles, entre guillemets, qui sortent et le peloton qui contrôle gentiment. Bah oui, c'est vraiment de l'échappée publicitaire. Mais bon, vu que Bessèges cette année est diffusé en France, mais pas qu'en France, partout en Europe, il y a une grosse diffusion internationale. Bah ça vaut le coup hein, pour ces coureurs. Et je pense que c'est aussi dû. On parle beaucoup du plateau, mais c'est aussi dû, je pense, aux conditions. Il y a pas de bordure, alors que des fois on en voit sur Bessèges. Du coup, et comme on dit souvent, vu qu'on sait qu'il va pas y avoir de vent, vu qu'il y a beaucoup de plateaux, tous les coureurs et surtout tous les DS se disent qu'on va avoir un scénario classique. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un scénario classique, c'est un peu des prophéties autoréalisatrices. Mais bon, vu que c'est les premières courses de la saison, ça fait plaisir de voir du vélo. Et voilà, moi, je regardais que la fin de la course, je me suis pas trop ennuyé, quoi. Je me suis pas ennuyé du tout même. Ouais, ouais, carrément, moi non plus. Alors pour poursuivre, Théo, c'est vrai que ça a été très très nerveux dans le final. On a eu deux chutes, dont cette première à 3,5 km de l'arrivée, puis au rond-point, là une chute un peu plus dure, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Ouais, la première chute, c'est un peu une chute typique de peloton nerveux. J'ai trouvé le peloton très très nerveux pour un début de saison. Peut-être que bah, tous les coureurs ont fait un gros hiver et sentant qu'il n'y aura pas beaucoup de courses, ils ont envie de performer ou au moins de se montrer utile pour leur équipe. Donc ils essayent de tous remonter. On a vu Duval chuter avec Gamper et Ethan Hayter aussi, qui eux bah, ont perdu pas mal de temps. Hayter, ça aurait pu être une carte peut-être pour les étapes de la fin de la semaine pour Ineos. Et la seconde chute, bah on va peut-être pouvoir en parler, mais j'ai envie de dire que c'est la faute à pas de chance. Alors effectivement, il y avait un rond-point rapide à 500 mètres de la ligne, mais bon, c'est des courses cyclistes, il faut que ça arrive généralement au centre-ville, parce que les villes payent un petit peu, et on est en France, c'est impossible d'arriver en ville sans avoir de rond-point. J'ai pas trouvé plus dangereuse que ça, et c'est plus la faute à pas de chance que bah, ça tombe dès le début du peloton et du coup derrière ça s'empile un peu et surtout ça sort de la chute à haute vitesse. On a vu Pedersen traverser la route, faire tomber un coureur de bingo et s'encastrer contre la barrière. Heureusement il a rien eu quoi. C'est ton avis aussi, Grégory, que c'est plus la faute à pas de chance au final qu'il n'y avait pas de problème de sécurité aujourd'hui? Bah, le rond-point était quand même assez bien signalé. Tout le monde était au courant de sa présence. Après, c'est vrai que c'est forcément un point qui va être compliqué à passer. Le premier coureur qui tombe, c'est Edvald Boasson Hagen qui tombe à pleine vitesse,
qui perd le contrôle tout simplement. Il n'a pas été percuté au départ et forcément derrière, il n'y a pas beaucoup de place où passer et du coup ça s'empile et ça aurait pu être pire au niveau de la casse et peut-être avec un peu de chance, ça aurait pu bien se passer, mais il y a eu quand même un petit peu de casse, mais on est passé à côté de pire, je pense. D'ailleurs, je vais continuer avec toi, Grégory. Le sprint derrière le rond-point était assez bizarre. On avait l'impression que Laporte et Bouhanni étaient en position idéale, mais qu'ils ont lancé beaucoup trop tôt. En fait, la chute a lancé le sprint et c'était un petit peu trop loin de l'arrivée pour tenir. Donc, Bouhanni a essayé de temporiser un petit peu, mais au final, ça ne l'a pas servi non plus. Et ce sont les coureurs qui se sont retrouvés sur la partie droite de la route qui finalement ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par Timothy Dupont, même si au final c'est quand même très très serré avec Pierre Barbier qui prend une belle deuxième place. Mais c'est vrai qu'on a vu Nizzolo quand même essayer de lancer le sprint en patron et de tenir, mais même s'il fait un beau sprint, il se fait quand même bien remonter sur la fin. C'est vrai que tu parlais de nervosité, Théo, tout à l'heure. Pour toutes ces équipes qui vont pas beaucoup courir, comme Bingo, là, c'est vraiment une super satisfaction parce que gagner comme ça début février pour une équipe qui remporte pas forcément beaucoup de succès d'habitude, c'est s'enlever quand même pas mal de pression. Ouais, on a pu entendre. Je pense aussi pour Timothy Dupont qui. Alors, je me souviens plus de sa dernière saison, mais bon, c'est un coureur qui scorait à peu près régulièrement, et là, il va dans une équipe de plus petite Oui, parce qu'Iki dimension, Twanti on qui est va monté en dire. World Iki Tour. Twenty, c'est ça, ouais. Et puis 2020 était assez compliqué pour Dupont. Et du coup, ouais, on a vraiment entendu hurler après la ligne. Ça a vraiment dû être une libération pour eux, et c'est sûr que une victoire sur une course de ce plateau pour une formation comme Wallonie-Bruxelles, c'est assez exceptionnel. On sait que Justin Jules avait l'habitude de faire des bonnes places pour eux, mais bon, ça sera sûrement un des meilleurs résultats de leur saison, quoi. Et l'avoir dès le troisième jour de course, c'est fantastique. C'est d'ailleurs intéressant ce qui se passe depuis les deux premières étapes de cette étoile de Bessèges, parce qu'on, vous l'avez dit les gars, il y a 12 équipes World Tour, 11 équipes World Tour, je sais plus au départ, mais finalement c'est les Conti Pro qui tirent leur épingle du jeu, autant hier avec Bouhanni et Laporte que aujourd'hui avec Timothy Dupont qui claque, enfin qui tape Pierre Barbier sur la ligne. Ouais, et ce d'autant plus que les World Tour font quand même le jeu. Alors on les a un peu, par exemple, on a un peu moins vu les Bora aujourd'hui parce que les Cofidis sont beaucoup roulés, mais on voit que ces formations se placent à l'avant, tentent de mener un peu le bateau, et finalement elles se font battre, pas parce qu'elles s'en foutent, mais parce que les autres sont meilleurs. Alors est-ce que les petites formations sont plus préparées pour le début de saison avec un échantillon aussi petit? C'est difficile à dire, mais peut-être que sur des courses qui se jouent notamment sur la tactique avec des finales décousues, bah voilà, la différence de niveau est moins importante. Je pense que contre la montre, par exemple, on verra toutes les World Tour devant. Ouais, d'ailleurs je vais me raccrocher aux branches parce que je me rends compte que je dis une énorme bêtise, Cofidis n'est bien sûr plus en Conti Pro hein, et maintenant au World Tour avec Christophe Laporte Oui, qui a mais c'est quand gagné même hier. un coureur de type, de type, j'allais dire, circuit pro, enfin, Hmm. l'ancien circuit européen, circuit Europe Tour, même si ça n'existe plus non plus, mais c'est pas un coureur qui a gagné en World Tour, par Oui, exemple, tout à déjà. fait. Alors messieurs, je vous propose, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur cette étape du jour, de passer à la suite. Et je vais te poser une question, Greg, avant de parler vraiment que de demain. Est-ce que selon toi, on va avoir ce même scénario qui va se répéter dans les deux prochains jours de course, c'est-à-dire une échappée de 4-5 coureurs, une échappée publicitaire comme vous l'avez nommé, et ensuite un sprint tranquille entre les cadors? Demain sera peut-être un petit peu différent. Je pense que le final, ce sera toujours un sprint, enfin tranquille, avec un peloton qui va bien contrôler la Mais course. le Par départ est contre, il y a, compliqué, hein, assez vallonné. il y Hein. a plus de, ouais, il y a plus de grands prix, enfin de la montagne avec des ascensions un peu plus longues. Donc, ça devrait peut-être permettre à un groupe un peu plus conséquent de partir. Après, est-ce que ça donnera plus de choses pour autant? Est-ce qu'ils auront une chance d'aller au bout? Personnellement, je pense pas du tout. Je pense que ça va être contrôlé assez facilement derrière.
Mais ouais, ça va être. Je pense que la bataille pour prendre l'échappée devrait être assez intéressante. On aura peut-être cette fois-ci pas que des coureurs d'équipes continentales ou Conti Pro devant, quoi. Mais ouais, parce que c'est vrai que Théo, en plus, les sprinters, ils peuvent pas trop se louper parce que bon, Ackermann, il est au-dessus du lot, mais des mecs un peu intermédiaires, ils auront une occasion là sur Bessèges de briller, mais c'est pas dit qu'ils recourent avant le mois de mars, donc les places sur les grands tours seront forcément chères et sur les grandes courses de la saison, donc il y a plutôt intérêt de tout faire pour provoquer une arrivée massive. Oui, et vu qu'en plus on est au début de saison et à part Ackermann, qui pour l'instant n'a pas brillé, il n'y a pas de hiérarchie claire, toutes les équipes qui ont un sprinter à peu près correct peuvent espérer gagner. Donc vraiment, je crois que demain, c'est peut-être le jour où l'échappée a le moins de chances de toute la semaine. Alors on va faire les pronos d'ailleurs. Je pense que c'est l'occasion. On s'est bien planté aujourd'hui parce que je crois qu'on n'avait pas du tout misé sur ni Timothy Dupont ni Pierre Barbier. Je pense que tout le monde s'est planté, hein. Ouais, ouais. Et je vais donc vous demander votre podium, les gars, pour demain. Théo, si tu veux commencer. Euh, je vais repartir sur Bouhanni parce qu'il a montré le premier jour qu'il était très fort et aujourd'hui c'est plus une erreur au niveau de la gestion micro-tactique. Il est parti bien trop tôt. Et en plus, je pense qu'il y avait un petit peu un vent de face. Et je vois les Français continuer à être dominants et donc pourquoi pas Bouhanni devant Sarro et Laporte. Je fais un peu mon bench, je vois que des Français. Hmm. Et toi, Grégory? Je vais être presque dans la même optique, mais je verrais bien une petite victoire pour Giacomo Nizzolo, qui m'a l'air assez en forme et qui a manqué de réussite lui aussi sur le sprint. Il s'est retrouvé devant trop tôt lui aussi avec le rond-point et la chute. Donc je vois bien une petite victoire de Nizzolo, mais aussi pareil, je vois Bouhanni pas trop mal cette semaine. Du coup, Bouhanni la porte sur le podium. Après, dans quelle ordre je vais mettre Bouhanni devant cette fois, qu'il le batte au moins une fois cette semaine. Et ben moi, pour finir, j'allais mettre Nizzolo aussi, mais du coup, je vais changer. Je parierais bien quand même sur une victoire de Pascal Ackermann. Même s'il n'est pas trop en forme, comme il le dit lui-même, je pense que sur une arrivée massive comme ça, vu la concurrence, qui n'est pas non plus une concurrence de Tour de France, je le pense capable de s'illustrer dans la dernière ligne droite, d'autant plus qu'il a une grosse équipe Bora autour de lui, donc je le vois bien battre Nizzolo du coup, et puis Nasser Bouhanni. Attention au problème de Pascal Ackermann, et c'est un des thèmes sur les sprints de cette semaine, c'est de lancer trop tôt, tu vois. Donc pour Ouais, l'instant, c'est Bouhanni qui lance trop tôt. Ça se trouve, Ackermann voudra se venger et il lancera de 600 mètres la prochaine fois. c'est possible. Et ben, on verra tout ça demain, du coup, pour un nouveau débrief. Donc il me reste juste à vous souhaiter, les gars, une bonne soirée, puis bonsoir à tous. Et à demain, Salut tout ciao! le monde, à demain.